Ce matin parce que c'est extrêmement intéressant. Ça fait beaucoup polémique. Je vais vous montrer exactement de quoi il est question. Il est question de ce tweet-là. Voilà, vous l'avez à l'écran. Vous le voyez, c'est un tweet de Sibeth Ndiaye, que vous connaissez, la porte-parole du gouvernement, et qui nous dit, vous le lisez comme moi, la crise du Covid-19 favorise la propagation de fake news. Plus que jamais, il est nécessaire de se fier à des sources d'informations sûres et vérifiées. C'est pourquoi le site du gouvernement.fr propose désormais un espace dédié. Donc cet espace dédié, on vous invite à aller le voir. C'est finalement une liste d'articles sur 5 médias essentiellement. On y retrouve France Info, l'AFP, Le Monde, Libération et 20 minutes. Donc il n'y a que 5 médias aujourd'hui qui sont repris sur ce site du gouvernement. On rappelle, c'est quand même des articles qui sont repris sur le site du gouvernement. Donc là, on va se poser la question avec Frédéric Farah et avec vous. N'hésitez pas à nous poser vos questions et vos réactions parce qu'on va essayer de pouvoir échanger avec vous. C'est extrêmement intéressant. Ce que vous en pensez, parce que vu qu'on a posté ça sur Facebook, il y a déjà beaucoup de commentaires sur Facebook sur ce tweet-là. On va essayer d'en parler. Frédéric Farah, je vous tends la perche de suite. Vous, en tant qu'économiste, ça vous inspire quoi? Et je vous répondrai en tant que journaliste après. Écoutez, moi, si vous voulez, je suis extrêmement inquiet pour plusieurs raisons. Première raison, je pense qu'en termes de vérité et d'honnêteté, ce gouvernement a beaucoup de mal à donner des leçons. Parce que aujourd'hui, nous vivons à une époque, grâce à Twitter, grâce aux médias, que les paroles restent. Et quand on voit tout ce que le gouvernement a annoncé sur les masques, sur la dangerosité du virus, et j'en passe, et quand on voit aujourd'hui toutes les enquêtes qui sortent les unes après les autres, et qui montrent clairement, évidemment, que le gouvernement a failli à presque tous les étages, on a du mal à les voir incarner la vertu, la vérité, l'honnêteté. Et d'autre part, donc ça me choque. D'autre part, ça m'inquiète. Pourquoi? Parce que ce gouvernement n'a eu de cesse, depuis qu'il est aux affaires, de restreindre à sa manière les libertés, comment dire, on le voit avec le confinement. Maintenant, voilà la liberté d'information qui est en jeu, où on voit bien que le gouvernement aussi en matière de démocratie sociale n'a quand même pas respiré par le zèle et n'a pas montré beaucoup de zèle. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose, une tentation plus ou moins consciente, et si on était macroniste, on dirait assumée, parce que c'est le grand mot de la Macronie, eh bien, de quelque chose de plus en plus autoritaire, c'est-à-dire qui est maintenant non seulement qui visait la libre circulation des individus, avec, on voit bien tous les abus qu'il y a eu sur les contrôles qui ont été faits, dans les amendes qui ont été données, et maintenant, ça glisse vers la production de l'information qui devrait en quelque sorte avoir le visa de l'État, une espèce de ORTF coronavirus, quoi. C'est-à-dire effectivement l'État qui reprend en main l'information. Donc cela m'inquiète vraiment, surtout qu'en plus, aujourd'hui, quand on sait quelle est la valeur de la parole publique, et surtout la parole publique de ce gouvernement-là, je veux dire dont la crédibilité est plus que discutable, et qu'aujourd'hui, maintenant, on va dire à la population, voilà, en quelque sorte, nous allons assurer, on va être des décodeurs, comme certains l'ont dit à une époque, ça m'inquiète vraiment de ces tendances autoritaire qui se trouve de plus en plus à l'œuvre dans la Macronie, et d'autant plus que, je suis désolé, je veux dire, si ce pouvoir avait brillé par son honnêteté, sa fameuse transparence, et par une gestion satisfaisante de la crise, on pourrait dire, allez, acceptons, même si c'est gênant, ce genre d'excès. Mais là, je crois que en termes de communication, surtout venant de Madame Ndiaye, dont on a bien vu à la fois les couacs, les gaffes et j'en passe. On se dit que ce gouvernement, après une carte ratée, un plan de déconfinement pour le moins confus, des informations contradictoires, où où le Premier ministre parle, le président parle, parfois ils ne sont pas d'accord entre eux, les ministres parlent et disent autre chose. Si c'est ça qui va être le véhicule de la vérité, à titre personnel, je préférais m'en méfier. Et si on choisit ces 5 médias que vous évoquez, si on était 5 minutes honnête, il faut expliquer aux Français, à moins qu'on prenne les Français pour des imbéciles finis, mais il faut le dire dans ces moments-là, dire, bon voilà, vous êtes des imbéciles, comme ça au moins c'est clair, eh bien, pourquoi ces 5 médias ont grâce auprès du gouvernement, et pourquoi les autres, c'est un ramassis de complotistes, de crapules, ou que sais-je. Il faudrait dire, qu'est-ce qui, dans le travail de 20 minutes de l'AFP, du Monde, de Libération, autorise que ces gens-là fabriquent la vérité, ou diraient la vérité, et les autres, on ne sait pas. C'est des gens peu fréquentables. Alors, moi, je veux bien qu'on ouvre le débat, mais qu'on dise qu'est-ce qu'on
on entend par là pourquoi ces médias et pas d'autres. Et quand on a véhiculé autant, pour reprendre ce terme à la mode, de fake news sur les masques, sur les tests, etc., je pense que le gouvernement gagnerait vraiment à retrouver une qualité qu'il n'a jamais eue depuis qu'il est entré aux affaires. Ça s'appelle la modestie. Je veux dire, c'est possible d'être un peu modeste et de faire un peu amende honorable et d'arrêter d'être dans la surenchère de « nous savons tout, nous allons vous expliquer la vérité, les autres c'est des voleurs, les autres ils vous mentent ». Et je trouve ça insupportable. Et surtout, comment dire, en économie comme dans le journalisme, de quoi il faut vivre? De la confrontation, de organiser, argumenter, de points de vue, de regard sur le monde. Et de croire qu'effectivement, le réel, c'est juste le recopier et le remettre dans un journal ou dans un organe de presse, c'est pas ça. Il y a un travail de construction, de lecture, d'angle d'approche, et il y a effectivement des débats qui doivent avoir lieu. Et penser qu'il y a une espèce de vérité unique qui serait comme ça distribuée par le haut, par le pouvoir, et qui en plus désigne des médias comme ça de manière arbitraire, je suis vraiment inquiet parce qu'effectivement, aujourd'hui, comment dire, il y a une série de libertés qui sont de plus en danger. Quand on voit que la loi d'urgence sanitaire a été prolongée et on en connaît aussi les risques, on va vivre, à croire, dans un état d'urgence permanent où les faits et gestes, les paroles et les mouvements des individus vont être en permanence sous contrôle. Je suis très inquiet parce que je pense que ces acquis de notre histoire, qui sont la liberté d'expression, qui sont la liberté de mouvement, ça, sont à préserver. Donc j'ai l'impression qu'il y a une double attaque, à la fois contre la démocratie sociale. On voit bien comment les syndicats ont été tellement malmenés avec M. Macron et toute idée de négociation n'est pas possible. Et on a vu comment aussi les Gilets jaunes, quelle réponse ils ont reçue. C'est pas la réponse de décembre 2018, c'est une réponse répressive extrêmement dure. Et de l'autre côté, la démocratie politique, qui elle aussi est en train de prendre un coup. Donc je me dis, on est pris en tenaille et au milieu de ça, nous sommes bloqués à la maison. L'exit de chez nous, comme je disais, le confine-exit, je ne sais pas quand est-ce qu'il va avoir lieu. Et de l'autre côté, on nous dit, on va vous servir la vérité jusque dans votre foyer. À titre personnel, moi, vraiment, je veux dire, j'avais écrit un bouquin, Introduction inquiète à la Macron-économie en 2016. J'étais très inquiet de ce qui allait nous arriver. Ils ont été élus. Je vois ce qui se passe. Impasse économique, impasse sanitaire, impasse sociale. Et maintenant, voilà que nos libertés sont clairement dans la cible. Alors moi, vraiment, je suis préoccupé. Je veux dire, je pensais pas qu'on allait arriver à ce genre d'informations. C'est-à-dire, où on allait nous dire, bon ben voilà, surtout qu'en plus, de toutes parts, je veux dire, de différents médias, qui pourtant, certains d'entre eux avaient été assez complaisants avec le pouvoir macronien, ont sorti les uns après les autres, ont montré combien la gestion de cette crise, elle a été calamiteuse. C'est très intéressant ce que vous dites, Frédéric, parce qu'effectivement, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, il y a des médias qui sont effectivement très favorables au pouvoir parce qu'ils ont peut-être un fond de sauce libéral ou néolibéral, et on voit aujourd'hui qu'il y a des articles très très durs contre la Macronie, parce qu'on a l'impression aussi, même sur certains plateaux télé, vous avez des éditorialistes qui ont tenu quand même pour Emmanuel Macron et son gouvernement, notamment sur les gilets jaunes, la réforme des retraites, qui aujourd'hui commencent à faire marche arrière et se dandiner pour tenter d'expliquer parfois l'inexplicable ou parfois de dénoncer ce qui se passe. Mais ce qui est important, moi, de mon regard de journaliste, de fondateur de médias indépendants comme Putsch, ce qui est intéressant d'ailleurs, on va vous mettre le lien du site du gouvernement. Vous l'avez sur les chats, sur YouTube et Facebook. N'hésitez pas à aller cliquer. Déjà, la première observation, c'est que c'est le site du gouvernement. C'est-à-dire que ces sources-là sont sur le site du gouvernement. Donc, on a l'impression quand même que c'est pas au gouvernement de trier et de vérifier les informations, me semble-t-il. Ça, c'est le premier élément. On est d'accord. Et vous le savez mieux que moi. Il y a eu, bien avant les Gilets jaunes, vous avez eu l'Union européenne. Un exemple très simple, le traité d'Aix-la-Chapelle. Rappelez-vous, effectivement, les tirs de barrage sur toute une série d'articles que personne n'avait lus. Et quand nous avons été, nous et moi, quelques autres, à mettre en cause l'article 7, l'article 4, notamment sur la souveraineté nucléaire et sur le Conseil de sécurité de l'ONU, on a été traités de complotistes et c'était pas ça, et c'était pas comme ça qu'il fallait le voir. Et finalement, on allait
aller trop loin. Et on se rend compte que petit à petit, on a l'impression quand même qu'il y a une volonté de faire taire les voix discordantes, le pluralisme des voix, qui me semble être fondamental, vous l'avez très bien dit, fondamental dans la démocratie, parce que les garants de la démocratie, on estime que nous sommes aussi un contre-pouvoir, nous essayons de décrypter, parfois certains médias avec un parti pris, que ça soit de gauche, plus social ou plus libéral, après éditorialiste, quand on est sur un plateau télé ou une radio, comme vous l'êtes souvent vous en tant qu'économiste, on prend position, je prends position SFI sur l'Union européenne, contre l'Union européenne, bien entendu, mais ça, c'est mes prises de position que j'essaie d'argumenter. Mais aujourd'hui, pour en revenir à ce tweet de Sibeth Ndiaye, on a l'impression quand même que la situation se dérobe à l'exécutif et qu'ils essaient finalement de sélectionner quelques médias, mais ça pose quand même des questions fondamentales. On parlera notamment de la loi Avia sur les fake news. Finalement, tout ça n'est pas borné, tout ça, il n'y a pas de périmètre défini. Est-ce qu'un média comme nous, un jour, pourrait être aussi rentré sous le coup de la loi Avia parce qu'un article ne plaît pas à certaines personnes ou une interview ne plaît pas à certaines personnes? Et ça, je trouve que c'est extrêmement... Et d'ailleurs, la petite note, vous le verrez, allez-y, on vous a mis le lien du site du gouvernement. D'ailleurs, vous verrez, Frédéric, que depuis le 30 avril, il n'y a plus d'articles indexés sur ce site, sur cette page. Donc, suite à la polémique, finalement, tout le monde s'est bien gardé de continuer à mettre des articles. C'est peut-être finalement qu'une simple coïncidence, mais je n'y crois pas tellement. Et on se rend compte quand même que là, ça veut dire, vous avez posé la question, qui est une question pertinente à mon sens, c'est quid des autres médias? Quid de Putsch, quid de Figaro, quid d'autres médias indépendants, pour le coup. Enfin, je parle pas de Figaro, mais je parle de médias comme les nôtres, très indépendants, ce qu'on appelle aujourd'hui des médias alternatifs. Je sais pas trop ce que ça veut dire alternatif, mais bon. Et ça pose une vraie question aujourd'hui de l'indépendance de la presse et de ce qu'on peut dire ou pas dire. Et je crois que aujourd'hui, ce pouvoir a quand même des façons de faire qui posent quand même beaucoup de questions pour nous, médias indépendants, qui essayons de faire un travail correct. Parce que chez Putsch, on n'est pas dans la fake news, et on vérifie nos sources en permanence, on vérifie nos articles en permanence, et tout ce qu'on met sur Putsch.media, c'est des articles qu'on estime valables, et il y a des prises de position dans les éditos. Je crois que c'est le rôle de la presse indépendante, pas forcément d'opposition, mais de la presse tout court. C'est-à-dire qu'on est en capacité aujourd'hui, nous, de décrypter, d'analyser, et de peut-être de donner les clés aux lecteurs qui nous lisent, de dire, ben voilà, sur ce sujet-là, il y a peut-être une autre façon de voir un autre angle à aborder pour mieux comprendre la situation. Mais non, mais ce que vous dites, Nicolas, je suis tellement d'accord avec ça. C'est-à-dire que, comment dire, je trouve que, et je dis pas simplement parce que nous travaillons ensemble, mais il y a tout un effort et que je sais qui est fait par vous, par d'autres médias indépendants pour s'assurer de l'information qui est produite, de la qualité des intervenants, de croiser des sources, de faire un vrai travail professionnel sérieux. Et je trouve que c'est très injurieux à l'égard de ceux qui font ce travail, souvent dans des conditions économiques qui sont pas faciles, avec des moyens extrêmement restreints, dans des conditions comme vous, qui sont dans des conditions vraiment où il faut effectivement faire preuve d'ingéniosité, de courage, de ténacité, parce qu'effectivement les moyens ne sont pas là et que obtenir de l'information donnée, c'est un coût, ça demande du temps, de l'argent, etc. Et de dénier le travail de toutes ces personnes qui effectivement prennent sur leur vie, qui en font un vrai métier de passion pour que le citoyen ait les armes pour ne pas se laisser balader. On les regarde et on les prend de haut en disant bon. Voilà, vous êtes un peu démanant, c'est quoi votre truc, etc. Je trouve ça... Oui, on est les sans-dents de la presse, en fait. On est les sans-dents de la presse. Voilà. Les médias qui ne sont rien. Les médias qui ne sont rien. Voilà. Et effectivement. Comment dire, vous êtes les médias qui ne sont rien. C'est la suite, si vous voulez, d'un pouvoir extrêmement suffisant, extrêmement méprisant. Et je dis encore, moi, je voudrais bien presque être tolérant si... en matière économique, en matière sociale, en matière sanitaire. Ça a été un ensemble de succès. Je pourrais dire, allez, se laissant griser par tant de réussite, les voilà portés par le mépris. Je pourrais dire, bon, c'est un péché mignon, mais ils ont tellement bien réussi qu'ils s'autorisent à l'être. C'est dommage, ils auraient pu ne pas. Mais quand on voit ce que ce gouvernement a réalisé depuis son entrée au pouvoir et à aujourd'hui, je pense que le mépris, la suffisance, le contentement de soi devrait être remis à beaucoup plus tard. Hein, je veux dire. Et donc, moi, je suis effectivement très préoccupé parce que qu'est-ce que voudrait dire un pays qui, quand même, est la patrie des lumières de la raison, effectivement, eh bien, décide de restreindre l'information en disant voilà les médias que vous pouvez écouter, tous les soirs écouter la porte-parole du gouvernement qui porte la bonne parole, le reste, c'est un amas de mensonges. Et je crois qu'effectivement,
en fait, comme le pouvoir ne réussit rien sur cette histoire sanitaire, et au contraire, va de Carib en Silla, son problème, c'est moins de répondre à la crise sanitaire que de gérer, comment dire, la communication sur la crise sanitaire. Donc, c'est-à-dire finalement une opération de com. Mais même là, ils sont pas bons. C'est-à-dire que quand même, de quoi qu'en si peu de temps, la carte que tout le monde attend, parce que tout le monde n'en peut plus, n'est-ce pas? La fameuse carte gommette, Frédéric, la fameuse carte gommette. La carte gommette, qui fait l'objet d'approximations, on peut quand même s'interroger. Je veux dire, un élément aussi précieux du débat, que ce document n'ait pas été revérifié, retravaillé. Et là aussi, parlons-en, pour faire écho à ça. Voilà un travail, effectivement, que le gouvernement, s'il prétend être sérieux, qu'il aurait dû faire. Mais, comment dire, ne le fait pas. C'est-à-dire qu'il nous a indiqué les critères pourquoi ils seront certains dans une zone plus favorable que d'autres. Mais un vrai débat, ce serait quoi? Se dire, est-ce que ces critères retenus pour forger la carte sont-ils toujours pertinents? Est-ce qu'ils sont effectivement les bons? Est-ce qu'ils ne sont pas sujets à controverse? Comment ils sont construits? S'ils étaient sérieux, c'était ça qu'il fallait dire. Mais on a dit, voilà les critères. T'es vert, t'es pas vert, etc. Et tout. Et puis finalement, on s'est rendu compte que ça a été mal calculé, mal pensé. Des départements ont été vent debout. Le Cher, le Lot, etc. On dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on se retrouve là-dedans? Donc, si effectivement le gouvernement avait le souci de l'information distribuée, eh bien, il faudrait, si on était honnête, de dire, voilà, on a choisi ces critères. Ces critères ont leur intérêt, mais ils ont leurs limites. Ils sont parfois pas toujours fiables. Là, on serait honnête. Là, on a dit, ben voilà la vérité, c'est la carte. Et puis 5 minutes après, on a découvert que la carte était mal faite, qu'ensuite on a dû rétro-pédaler ensuite pour expliquer. Et là, on se dit, on doit rassurer les Français avec ce type d'information. Et ensuite arrive le tweet de Madame Ndiaye qui nous dit, ah, voilà, il y a la bonne information. Oui, que je remets à l'écran hein, pour nos internautes, parce qu'il faut quand même bien le voir, ce tweet-là. Je vous invite à ceux qui viennent d'arriver sur on est en train de parler de ça actuellement avec Frédéric Farah. Moi, en tant que fondateur de médias indépendants, Frédéric en tant qu'économiste et collaborateur régulier, très régulier à Putsch. Voilà, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On est là pour ça. C'est une émission on avait prévu de faire la chronique de Frédéric qui avait eu un bug hier soir. On l'a refait maintenant et on a voulu élargir le sujet. J'ai voulu discuter avec Frédéric Farah de ça et on en rediscutera dans les jours à venir. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions, on les a sous les yeux, donc vous êtes nombreux sur le live. Mais par rapport à ça, il y avait déjà aussi une première alerte. Rappelez-vous, Cédric Co qui avait lancé l'idée de faire une espèce de conseil de déontologie des journalistes. Ça avait déjà soulevé un tollé. Aujourd'hui, j'ai pas envie d'avoir un conseil de déontologie des journalistes. On estime que nous, on a une ligne éditoriale et on n'a pas besoin d'avoir une espèce de quelque chose de supra professionnel pour nous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc vous voyez déjà, Frédéric, il y avait déjà cette idée à un moment donné d'avoir un contrôle au-dessus des médias. Je rappelle d'ailleurs pour info que le ministère de la Culture, dont la DGMIC délivre des numéros CPPAP, c'est-à-dire que le Fouch aujourd'hui a un numéro CPPAP, vous fournissez un dossier et une commission paritaire faite de journalistes, d'éditeurs, de toute une série de gens, valide ou ne valide pas le fait que vous ayez un CPPAP. Le CPPAP, c'est un numéro de commission paritaire qui fait de vous un média agréé. C'est-à-dire agréé parce qu'on estime que votre information est bonne. Donc il y a déjà institutionnellement des cadres pour nous médias, donc le CPPAP, les médias indépendants, les petits médias, tout le monde peut en faire la demande en tant que média et y recevoir ce Graal. Mais on est là-dessus. Après, je voudrais qu'on aborde quand même aussi la question des lecteurs. C'est extrêmement intéressant parce que face à ce genre de comportement, face à ce genre de tweet, face à ce genre d'arbitraire dans la gestion de l'information ou dans la certification de l'information, qui sera le juge de paix à la fin? C'est les lecteurs. Voilà, c'est aux lecteurs indépendants, aux lecteurs qui estiment que certains médias indépendants valent le coup, qui sont informés, qui sont bien informés. On va pas dire jusqu'à réinformer, mais bien informés. Et c'est à eux aussi à faire le pas de s'abonner à des médias comme ça ou à les soutenir. Nous et d'autres, on est nombreux. Donc je sais que souvent dans les commentaires, on nous dit oui, vous demandez à l'abonnement trop souvent, mais parce que on essaye de lutter. Déjà par notre travail, mais on essaie aussi de lutter grâce aux lecteurs qui sont abonnés chez nous, qui nous permettent aussi tous les jours de pouvoir ouvrir la caméra, de vous inviter, d'inviter toute une série de gens, parce qu'il y a des gens derrière qui s'abonnent et qui nous soutiennent, et aussi parce qu'ils lisent de l'information qu'ils estiment pas mainstream ou de l'information toujours calquée sur un mode de pensée. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que, et on peut en discuter, Frédéric, là-dessus, mais je crois que les lecteurs sont vraiment la base de tout. C'est-à-dire que un média qui aura une communauté de lecteurs, regardez Mediapart ou d'autres médias
médias qui ont des grosses bases de lecteurs abonnés. C'est pour ça qu'ils peuvent faire de l'information, c'est pour ça qu'ils peuvent faire de l'investigation, parce que souvent on me demande, faites de l'investigation chez Putsch, mais l'investigation coûte cher. Et faire l'investigation, vous pouvez avoir de nombreux procès qui coûtent tout aussi cher. Donc faire de l'investigation, il faut avoir beaucoup d'abonnés avec de la trésorerie importante pour pouvoir faire face aussi à des procès, parce qu'aujourd'hui, il faut pas se cacher, si vous commencez à creuser, vous allez prendre des procès assez rapidement et des mises en demeure rapides. Donc il faut aussi pouvoir pallier ce genre de choses et ce genre d'attaques qui arriveraient. Donc c'est pour ça que c'est un petit rappel aussi du média indépendant. Vous êtes nombreux sur le live, n'hésitez pas, likez, partagez sur Facebook et le pouce bleu sur YouTube, pour rappeler aux gens qui nous regardent que souvent on reçoit des messages nous disant oui, vous devriez enquêter là-dessus, vous devriez parler de ça. Nous, on veut bien parler de tout ce qu'on veut. À partir du moment où on estime que ce sujet intéressant, on en parle. Mais aussi, il faut bien comprendre que c'est beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices, et c'est surtout que si les gens s'abonnent pas, on ne pourra pas à un moment donné faire face à de nombreuses enquêtes, parce que les enquêtes, vous l'avez dit, ça coûte de l'information, ça coûte cher, et l'enquête, ça coûte cher, et aussi surtout, il faut avoir la trésorerie pour pouvoir supporter un éventuel procès ou une éventuelle plainte, parce que sachez que c'est de plus en plus récurrent, et nous avons 2 avocats, nous, derrière nous, qui protègent finalement nos intérêts dans le sens où notre liberté de parole, et ça, il faut pas l'oublier, et un avocat, je peux vous assurer, ça coûte très cher. Oui, alors pour réagir à ce que vous venez de dire, je suis d'accord, même si je ne fais pas la même profession que vous, mais ce qui est certain, évidemment, produire une information, faire des investigations, enquêter, souvent on l'oublie que ça a un coût. Et comme aujourd'hui, effectivement, à l'heure du numérique, on a l'impression, avec cette idée de la gratuité, de l'information, de son accès, c'est tant mieux parce qu'effectivement, ça permet à des tas de gens d'avoir accès à des informations, à écouter des lives et autres. Mais derrière, il y a ce travail invisible que parfois, évidemment, qui n'est pas vu, hein, c'est le propre de l'invisibilité, finalement, c'est de l'argent, c'est des moyens techniques, et effectivement, et que l'information a un coût. Et je crois qu'effectivement, dans cette idée qui est généreuse, une espèce de gratuité ou autre, et qui est belle, il ne s'agit pas de la nier, mais fait oublier qu'aujourd'hui, dans le combat de l'information, les armes sont inégales, et que si les petits médias veulent continuer à apporter effectivement peut-être un autre son de cloche, faire découvrir d'autres choses, ça a un coût. Et vous citiez Mediapart, je veux dire, en tant que tel, c'est vrai que Mediapart a dû faire face après d'investigations qui ont été très importantes et qui ont révélé des choses qui étaient absolument nécessaires. Mediapart, après on peut être d'accord, pas d'accord, on peut aimer ou pas aimer, mais Mediapart a fait un gros boulot et comment dire, et a levé des lièvres qui étaient hyper importants. Je veux dire, et ils se sont pris des procès, et que je pense que s'ils n'avaient pas les reins suffisamment solides, ils seraient restés sur le carreau. Ils seraient restés sur le carreau. Ils seraient restés sur le carreau. Et aujourd'hui, après, on peut être d'accord ou pas d'accord sur ce que fait Mediapart, mais Mediapart a fait un travail d'investigation qui est quand même considérable, et je pense que si ce média, par exemple, n'avait pas existé, il y a des tas de choses aussi qui ne seraient pas sorties, qu'on n'aurait pas connues. Donc c'est pour cela que c'est très précieux. Et quand des médias comme Putsch, par exemple, ou autre, effectivement, je comprends ce besoin aussi, parce que l'information, comment dire, a un coût, et pouvoir se maintenir économiquement, c'est pas facile, d'autant plus dans l'univers qui est le nôtre, et quand on voit aussi l'évolution de la situation économique, et on sait très bien depuis des années que la presse, qu'elle soit encore plus écrite, c'est pas un secteur florissant qui est en pleine forme et qui va bien. Je veux dire, on le sait. Donc c'est pour cela que effectivement aujourd'hui défendre cette liberté de la presse, c'est pas juste une posture. Pour moi, c'est nécessaire pour faire entendre comment dire d'autres voix, mais dans plein de domaines. Je veux dire plein de domaines pour faire entendre d'autres personnes dans les domaines économiques, sociaux, politiques, culturels et autres. Et je dis pas ça parce que nous travaillons ensemble, mais il y a cet effort que vous fournissez au quotidien de faire entendre des voix intéressantes, des voix qu'on n'entend pas toujours, des gens qui ont apporté un regard nouveau, et c'est nécessaire. Alors si on restreint ça, et maintenant il y a une espèce de ministre de la vérité, oui, derrière ça, c'est la démocratie qui est en jeu, quoi.
En plus, ce qui est terrible dans cette prise d'initiative du gouvernement, c'est-à-dire qu'il y a déjà énormément une défiance des médias. Nous, on le lit depuis le début des Gilets jaunes. Hein, on le lit sur tous les commentaires, sur tous les lives. On en a fait des heures et des heures et des heures et des heures de live. Merdia, 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 propagande, propagande, propagande. Moi, là-dessus, je suis effectivement, c'est l'impression que ça donne. Aujourd'hui, on allume certaines chaînes info, on a l'impression quand même qu'il y a certains trucs qui posent certaines questions, bien entendu. Mais une nouvelle fois, je le dis, on ne peut pas, en critiquant en permanence les médias, s'exonérer de se dire bon, mais c'est vraiment n'importe quoi. Et je le répète, il faut vraiment que les gens qui soient qui aiment l'information et qui pensent qu'il y a une autre information est valable fassent aussi le pas à hauteur de leurs moyens de pouvoir s'abonner à des médias comme le nôtre, Putsch ou d'autres médias. Il y a d'autres médias indépendants avec d'autres lignes éditoriales. Nous, on a pris la ligne du pluralisme, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans une ligne ou dans un esprit politique. Souvent, on nous a dit, Putsch, vous êtes à gauche, vous êtes à droite. Non, en fait, on n'est ni à droite ni à gauche. C'est-à-dire qu'on essaye, vous l'avez dit, Frédéric, on essaie d'inviter, dans la semaine, on a reçu de Aurore Berger, Jean-Frédéric Poisson, Florian Philippot, Pierre Jouvet, sur le domaine politique. On reçoit des gens de tous bords, parce que notre boulot aussi, c'est de faire entendre la voix de tout le monde. Donc, il y a ceux qui sont pas contents qu'on reçoit Aurore Berger, il y a ceux qui sont pas contents qu'on reçoit Pierre Jouvet, il y a ceux qui sont pas contents qu'on reçoit Asselineau. Mais ça, c'est normal aussi. Moi, il y a des médias que j'ouvre parfois, et je me dis, oh, encore lui, dans ce journal, ça me gonfle. Mais par contre, je crois que le pluralisme des voix est important, parce qu'on reçoit toute une foule de gens, et si on commence effectivement à avoir ce genre de déclaration, je crois que ça va pas faire augmenter finalement la confiance dans les médias, et au contraire, ça va encore nous précipiter, nous, dans cette défiance des médias, et certains, ça serait dommage, dans médias, mettre finalement tous les médias, tout ce qui se représente comme journalistes sont les mêmes journalistes. Je pense qu'il faut quand même faire le tri dans tout ça. Ça me semble extrêmement très très important. Et surtout, vous l'avez dit, hein, quand vous venez chez Putsch, Frédéric, pour faire décrypter tous les textes indigents de l'Union européenne et de l'Eurogroupe et autres, ce travail-là, c'est un vrai travail. C'est un vrai travail qui demande du temps, de l'investissement. Et c'est dans les médias, c'est notre boulot aussi de pouvoir éclairer dans ce sens-là. Voilà. Oui, et je dis un mot, et je dis pas simplement parce que vous avez la gentillesse de m'accueillir toutes les semaines comme ça, mais c'est vrai que d'avoir l'espace, par exemple, que vous m'accordez comme ça pour pouvoir parler, être en lien avec toute une communauté de gens qui me regardent et tout, c'est très précieux parce que effectivement, le travail que moi j'effectue, par exemple parce que ma passion et c'est sur ça que je travaille, sur quoi je me suis spécialisé, les questions européennes, c'est qu'effectivement, j'estime et que par exemple aller écouter la conférence de presse de Madame Lagarde de jeudi en anglais pendant 1h30, c'est nécessaire de lire le compte-rendu de l'Eurogroupe, même si c'est dit de manière technique et pas très agréable, c'est nécessaire parce que j'estime que dans le travail que j'ai envie de faire avec vous, je veux dire en tant qu'économiste, c'est pas simplement lire des commentaires sur ces mesures, mais d'aller à la source même, c'est-à-dire de dire, voilà, l'institution Banque centrale, l'institution Eurogroupe, l'institution Commission a produit cette information, je veux la lire en premier. Après, il y aura d'autres commentaires. Et ensuite, la porter. C'est vrai que c'est du temps, mais je trouve qu'effectivement, c'est important puisque c'est mon métier, je sais lire ce genre de choses. Ensuite, d'en proposer une lecture. D'autres peuvent faire une autre lecture. Hein. Jamais je dirais que je détiens une espèce de vérité avec un grand V. C'est mon regard sur l'Union européenne, sur ses contradictions, et c'est ça qui est formidable aussi dans le cadre de notre travail. Je serais tout à fait prêt à en débattre avec quelqu'un qui est aux antipodes de ma position. Et pour moi, c'est ça la qualité démocratique. C'est pas dire à celui d'en face, tu es un crétin, tu n'as rien compris, va dormir, mais de dire, débattons, argument contre argument, et ne nous jetons pas à la figure des anathèmes nationalistes, fascistes, racistes, méchants ou je sais pas quoi, mais de dire voilà, il y a une orientation, discutons-en de manière apaisée, calme, avec des arguments. Et c'est pour ça que je pense que c'est nécessaire. Je veux dire, là, il y a cet accord qui vient d'être signé avec le Mexique. Voilà, l'effort, c'est d'aller chercher l'information et même de lire ces textes, pour les comprendre. Je vous donne un petit exemple, puisqu'on est ensemble. Par exemple, quand il y avait ces grands traités dont on a parlé une époque, qui étaient le TAFTA, puis le CETA avec le Canada et tout. Donc, on avait dit, effectivement, c'était un traité qui portait sur des investissements entre ces pays. Par exemple, je vous donne un exemple de travail.
L'investissement, si on prend sa définition économique classique, ben voilà, c'est vous allez acheter une machine, vous allez acheter une voiture de société, vous allez acheter un local, etc. Donc ça, c'est un investissement. Mais en droit international public, le sens d'investissement, c'est pas celui-là. C'est un sens beaucoup plus large. C'est-à-dire, selon le traité, la notion d'investissement, elle peut aller bien au-delà de ça. Elle peut aller même à une notion, effectivement, liée à une attente de profit, par exemple. Et quand vous prenez les traités du CETA et autres, et vous voyez la définition, parce qu'en droit international public, par exemple, il n'y a pas une définition stabilisée de qu'est-ce que c'est qu'un investissement. Donc, c'est pour ça que le travail à faire, par exemple, pour moi qui est économiste, c'est de se coltiner le traité, de regarder la partie investissement et de dire, comment dire, ils définissent ça et ensuite décident de l'apporter. Et c'est vrai que c'est une littérature indigeste, mais ce qui est bien quand il existe des médias comme le vôtre ou d'autres indépendants, je dis pas, je vais aussi sur les médias grand public et ils me font de la place et je peux parler aussi. Et je vais pas m'en plaindre parce qu'effectivement, j'ai l'habitude d'y aller, j'ai de la place et je peux dire les choses. Mais quand on a plus de temps de parole comme on a ici, je peux revenir sur ces notions, les étendre davantage. Je dirais que pour moi, ce qui est très important, c'est vraiment la coexistence. Qu'il existe des grands médias, et je ne crache pas dans la soupe, j'y vais et c'est très bien. Et à côté, qu'il puisse exister aussi des médias indépendants et qui ont la ressource nécessaire pour vivre. Et que rien de pire qu'un pouvoir qui viendrait comme ça, brutalement, alors qu'il existe déjà ces dispositifs dont vous parlez, expliquer, voilà la vérité. C'est 5 médias, le reste. Et ce qui est très intéressant, ce que vous avez dit, c'est que par exemple, dans les listes d'articles, il n'y avait pas le Figaro. Alors, le Figaro, c'est quand même un grand média, on ne peut pas dire le contraire. Alors moi, j'aimerais qu'on me dise pourquoi le Figaro, qui est quand même un média, qui est quand même reconnu, avec des journalistes de qualité, avec des gens qui font leur boulot, pourquoi lui, il n'a pas grâce auprès du gouvernement? J'aimerais qu'on me dise. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a dans le Figaro qui fait que le Figaro pose problème? Bon, en tant que citoyen, j'aimerais bien qu'on me l'explique. Et rien de pire, je trouve, pour le lecteur, d'être pris pour un imbécile ou être infantilisé. C'est-à-dire, on va tenir la main parce que t'es un peu bébête, tu comprends pas. Je trouve que s'adresser à l'intelligence des gens, c'est une belle expression, comment dire, de considération, d'estime et d'esprit démocratique, quoi. Je veux dire, de penser que nous sommes tous égaux et que nous pouvons comprendre des choses et que nous ne sommes pas des idiots avec quelqu'un qui doit nous prendre la main et nous expliquer la vie. Je veux dire, et qu'on peut tout à fait entendre et lire des choses. Vous savez très bien, Frédéric Farah, que sur l'Union européenne, par exemple, quand les gens ont une tendance souverainiste, on leur dit qu'ils n'ont rien compris au traité, que c'est trop compliqué pour eux, et que finalement, les élites vont décider pour le peuple, parce que le peuple est trop con pour comprendre. D'ailleurs, le traité européen, vous n'allez pas me dire le contraire, j'en suis sûr, se sont toujours fait à l'abri des peuples, et surtout, notamment en France. Donc, tout ça, on voit que c'est une espèce, c'est dupliqué socialement et intellectuellement et culturellement sur la France, et que dans les thèmes comme les médias, aujourd'hui, ça pose un véritable problème, parce qu'on se rend compte que là, il y a une volonté avec ceci du gouvernement qui effectivement met au banc toute une série de médias, et notamment les plus petits, les plus fragiles, les plus indépendants, parce que soyez sûrs d'une chose, hein, plus vous êtes indépendant, plus vous êtes fragile. Très simplement, voilà, c'est très simple, parce que nous n'avons pas de service publicité, nous n'avons pas de service de publicité digitale, nous n'avons pas de partenariat avec les uns et les autres, parce qu'on n'en veut pas. Donc effectivement, plus vous êtes indépendant, plus vous êtes petit, plus vous êtes vraiment fragile. L'indépendance, c'est la fragilité, mais aussi c'est un combat de tous les jours qui permet d'informer une somme de gens non négligeable. Et voilà, donc ça c'était le petit entretien un peu prévu à la dernière minute, surtout cette partie-là qui me semblait intéressant d'aborder avec vous après votre chronique. Voilà, donc vous étiez assez nombreux sur live. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Voilà, et donc n'hésitez pas, je vais le redire une fois, vous avez les liens qui passent, vous pouvez vous abonner à Putsch, ça c'est qu'il y a une offre actuellement, on a fait une offre avec le code confinement, vous passez de 7,99 à 2,99 pour le premier mois. Ça aussi, c'est un effort qu'on fait pour que les gens qui n'ont pas les moyens de s'abonner puissent nous tester pendant un mois. Donc c'est encore valable cette offre avec le mot passe confinement, vous allez sur Putsch Media, les liens sont en train de passer sur le live. Vous avez le premier mois à 2,99 €, ça vous permet de faire un tour sur ce qu'on fait. Il y a une très belle interview aujourd'hui d'un docteur italien, d'un professeur italien qui est chef du centre de pédiatrie de Bergame, qui vous parle de la maladie Kawasaki, et c'est plus compliqué que ce qu'on pense. Voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez nous tiper sur Putsch, vous pouvez nous putcher sur Tip si vous voulez. C'est Tipeee, c'est une plateforme de dons, et également vous abonner à la newsletter. Et voilà, donc n'oubliez pas, plus on est indépendant, plus on est fragile, et c'est à vous aujourd'hui d'être les garants de notre existence, à nous et à d'autres, pour qu'on continue tous les jours à ouvrir la caméra, à ouvrir les sites, faire des articles, des interviews et à vous donner notre information. En tout cas, passez un excellent week-end. La semaine prochaine, j'ai Jacques Sapir, lundi soir à 18h30, l'économiste. Mardi soir, on aura
Julien Aubert, le plus souverainiste de DLR. Et mercredi soir, nous aurons le général Soublé. Donc, je pense qu'on va faire un gros début de semaine. Frédéric Farah, vous serez avec nous. Donc, vous, lundi matin, 9h30, comme d'habitude. Je ne suis même pas en train de le répéter parce que c'est toujours le cas. Et vendredi soir, pour 19h45, pour la chronique hebdo de fin de semaine. Merci à tous, en tout cas, d'avoir été là. Passez un excellent week-end. Bye bye, Vive la démocratie. Salut. À bientôt.